Bienvenue dans cette vidéo qui va nous parler aujourd'hui des VCO sous VisiVirac et principalement comment choisir parmi tous ceux qui sont disponibles. Alors pourquoi les VCO ? D'abord parce qu'ils sont au cœur de presque toutes les synthèses sonores et de tout synthétiseur modulaire ou non. S'il n'y a pas de VCO, il n'y a pas de synthé, on peut le dire comme ça. Et il faut bien commencer aussi par quelque chose. Donc pour commencer à fabriquer un rack, en général, la première question qu'on se pose, c'est le choix du VCO ou des VCO. Alors qu'est-ce que c'est qu'un VCO ? C'est un Voltage Control Oscillator, c'est-à-dire un oscillateur contrôlé en tension. Il a connu des dérivations avec un petit frère qui s'appelle le DCO, le Digitally Control Oscillator, et qui en fait vient juste régler un petit problème des vrais VCO hardware, qui était qu'ils étaient sensibles notamment à la température, et qu'ils avaient tendance à dériver au niveau de leur justesse en fréquence. Les DCO, en fait, ce sont des VCO qui généralement utilisent un quartz ou quelque chose de ce genre-là, pour avoir une horloge interne très fiable, et qui fait que le synthé, dès qu'on le branche, il est juste, et puis il reste juste, quels que soient les changements de température de la pièce. Il n'y en a pas besoin vraisemblablement dans une simulation comme VisiVirac, puisque tout est numérique, et qu'on n'aura pas de problème de dérive. Au contraire, les VCO, et on le verra par exemple sur ceux des modules fondamentaux, ont un mode hardware qui est là pour simuler un peu justement l'irrégularité de ce qui se passe dans un vrai VCO hardware original. Donc un VCO, c'est un oscillateur, il est contrôlé en tension, ça veut dire qu'il va générer un signal audio dans la bande des 20 000 Hz, grosso modo, c'est la bande à laquelle nos oreilles sont sensibles, et cette fréquence qui va être produite par le VCO dépend d'un nombre de volts qu'on applique sur une de ces entrées, qui est la principale, et qui peut être même l'unique entrée, qui fait qu'il mérite de s'appeler VC, Voltage Controlled Oscillator. Dans la norme Eurorack qui est utilisée par VisiVirac, on a un choix qui est de 1 volt par octave. Donc chaque volt de plus augmente d'une octave la fréquence du son qui est sorti. Alors, que ce soit la forme d'onde générée ou la technique de génération de cette onde, ou que ce soit les options diverses qu'on retrouve à l'intérieur des VCO, et il y en a toute une pléthore, ne serait-ce que dans VisiVirac, mais même en réalité, tout ça, c'est assez indifférent et on peut mettre ce qu'on veut, et c'est ce qui fait la particularité d'un VCO par rapport à un autre. Les LFO, il faut bien en parler un tout petit mot, ce sont des Low Frequency Generators. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un VCO. C'est juste un VCO qui produit des fréquences plus basses et qui sont généralement sous le spectre audible, c'est-à-dire de 0 à 20 Hz, mais dans la réalité, la plupart des LFO vont bien au-delà de 20 Hz, au moins une centaine, 200, 300 Hz, des fois 1 kHz, des fois même beaucoup plus, et donc à ce moment-là, ils entrent dans le spectre audio, bien sûr, et certains LFO peuvent être utilisés d'ailleurs comme des VCO, soit directement parce qu'en leur appliquant le nombre de volts qu'il faut, on arrive à monter en fréquence, ou soit le plus souvent avec un switch qui permet de passer du mode VCO au mode LFO. Donc voilà ce que c'est qu'un VCO. Alors un VCO, ça sert à faire de la musique, ça sert à faire des sons, ça sert surtout dans un processus complet d'un synthétiseur. Et un synthétiseur, c'est quoi ? C'est un système de synthèse sonore, et pour ça, il y a plusieurs façons d'arriver à fabriquer un son. Il y a les façons, on va dire, classiques, ce qu'on va appeler les synthèses classiques, et puis il y a d'autres méthodes qui existent et qui sont bien sûr très intéressantes. La plus classique des classiques, et celle qui est utilisée dans le monde Moog, etc., c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Donc ça consiste à avoir un VCO qui génère l'onde la plus riche possible, ou en tout cas différents types d'ondes de richesse différentes, donc avec des harmoniques, et derrière, on va appliquer un filtre ou plusieurs pour supprimer certaines fréquences et sculpter ainsi le son qu'on veut obtenir. C'est un peu comme le sculpteur qui part d'un bloc de glaise et qui va enlever de la matière au fur et à mesure pour arriver à faire un buste, par exemple, ou des choses de ce genre-là. Alors c'est ce qu'on retrouve le plus dans la plupart des synthétiseurs du monde et ce qui est utilisé le plus souvent. Donc on l'a bien sûr dans les Moog modulaires ou pas modulaires d'ailleurs. C'est aussi ce qu'on retrouve comme type de VCO dans les VCO de base de VisiVirac, dans les bifaco, etc. Alors vous allez me dire, oui mais tu mélanges un petit peu le type de synthèse et les VCO. Les VCO peuvent être utilisés dans plein de types de synthèses différentes. C'est vrai, oui et non, parce que les VCO qui génèrent justement des formes d'ondes complexes sont faits pour être généralement utilisés, et le plus souvent utilisés, dans la synthèse soustractive, parce que justement on va mettre des filtres pour enlever les fréquences. Sinon on utilise des VCO qui génèrent des sinusoïdes pour d'autres types de synthèse. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la contrepartie de la synthèse soustractive, qu'est la synthèse additive. Dans la synthèse additive, le VCO en général génère une forme d'onde très pure, une sinusoïde le plus souvent. Et en fait on multiplie par contre les VCO pour fabriquer chaque harmonique
qui composent le son. Alors un exemple vraiment classique d'une machine qu'on voit en bas à droite, c'est le synclavier. Il y en a une émulation assez bien faite chez Arturia notamment. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer la bête, elle coûtait quand même plus de 200 000 euros, enfin 200 000 $ à l'époque pour le modèle de base. Ça pouvait monter beaucoup plus haut que ça. Et en euros constants, on est largement à plus de 200 000 euros. Aujourd'hui, on serait plutôt proche du double, certainement. Mais on retrouve aussi dans VisiVirac quelque chose d'un peu plus modeste. C'est le verbo-oscillateur de Debiz, qui fonctionne aussi avec une petite table d'harmonique qu'on peut mixer, donc on peut accéder à ce type de synthèse dans VisiVirac. Et puis à côté des synthèses que j'appelle classiques, il y a des synthèses qu'on va appeler donc pas classiques, donc exotiques. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utilisées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas fréquentes. Ça veut dire que c'est quand même des modes qu'on retrouve un peu moins, même si certaines ont été très représentées. Et c'est le cas de la modulation de phase ou de la modulation de fréquence, la fameuse AFM, où plusieurs VCO qui génèrent des sinusoïdes se modulent les uns les autres selon un schéma popularisé bien évidemment par le DX7, mais quelque chose qui existait déjà dans le synclavier justement. Le DX7 a popularisé en fait l'AFM, sachant qu'en plus c'est pas vraiment de l'AFM, c'est de la modulation de phase. Et dans le DX7, les VCO sont tous des VCO à forme d'onde très simple, donc avec des sinusoïdes. Il y en a 6 des VCO comme ça, et on a une quarantaine d'algorithmes, c'est-à-dire en fait de façon de placer l'oscillateur 1, le 2, le 3, qui module lequel, etc. etc. C'est quelque chose qu'on retrouve donc dans le DX7. DX7, on ne peut pas dire que ça soit très exotique, c'est le synthétiseur qui a été le plus vendu au monde, mais attention, on est quand même dans le monde de la musique, c'est-à-dire un synthé qui coûtait cher, même s'il était abordable, et depuis le début des années 80 où il est sorti, jusqu'à aujourd'hui, il s'en est vendu 200 000 exemplaires. C'est-à-dire peut-être ce qui se vend en une journée quand Apple ou quand Samsung sort un nouveau smartphone. Ils en vendent par contre 20, 30, 40 millions d'un même exemplaire dans une année. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. On est dans le monde de la musique, c'est déjà un tout petit peu plus restreint. Donc un succès mondial, le synthé le plus vendu au monde, c'est 200 000 exemplaires. En dehors de cette EFM exotique, mais forcément très représentée au moins par le DX7 qui est toujours à la mode aujourd'hui, on a la synthèse à table d'onde. Le représentant de ce type de synthèse, c'est le PPG, bien sûr, le Wave, magnifique instrument avec des sons tout à fait caractéristiques. Et on retrouve ce type de synthèse dans les Mutable Instruments, dans un module qui s'appelle Breads, qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est pas plus fabriqué, en tout cas il y en a d'autres qui le remplacent, mais c'est celui qu'on retrouve dans VisiVirac, dans les Audible Instruments et dans le macro oscillateur. En fait c'est celui-là, et il possède entre autres un système de synthèse à table d'onde. Ensuite, on trouve les modélisations physiques, c'est-à-dire que là, le VCO, il est carrément remplacé par des algorithmes, on parle même plus de VCO, ni de hardware, ou etc. On est dans le calcul pur et dur. Ce sont des algorithmes qui modélisent les réactions d'un ou plusieurs matériaux avec les modes d'activation de ce matériau. Par exemple, on peut avoir quelque chose de particulier pour les cordes, par exemple. Alors, on peut simuler la longueur de la corde, son épaisseur, le type de métal ou pas qui constitue la corde, si elle est frappée, si elle est grattée, si elle est etc. etc. Donc en modifiant tous ces paramètres, on arrive à produire un son qui essaye de reproduire des sons existants, mais aussi de produire par exemple des choses impossibles, comme un violon qui aurait une caisse de résonance de 50 mètres cubes ou un truc de ce genre-là. Un exemple de ça, ce sont les Mutable Instrument Elements, dont on voit la photo en bas à droite. Et d'ailleurs, si ça vous dit quelque chose, c'est pas pour rien, c'est parce que dans les Audible Instruments, qui sont la copie des Mutable Instruments dans VisiVirac, on a un module qui fait exactement cela. Et puis enfin derrière, on a le sampling. Alors toutes les variantes possibles, le sampling, le VCO, là aussi, lui, il est totalement remplacé. On parle plus de VCO dans un sampler, puisqu'on lit directement des fichiers son, donc généralement des waves, peu importe le codage d'ailleurs, et qui vont être lus à différentes vitesses, à l'endroit, à l'envers, segmentés par petites tranches, etc. Et donc on trouve parmi les extensions du sampling, qui utilisent le même type de processus, en tout cas, et de procédé pour produire du son, on retrouve la synthèse granulaire, qui est un dérivé, et qui tronçonne le son en petits morceaux qui sont joués dans des ordres différents. Et on retrouvera des possibilités, d'abord, de sampling, il y en a dans VisiVirac, et de synthèse granulaire, il y a aussi un certain nombre de choses. Effectivement, tout ça, ça se retrouve dans VisiVirac. Et tous ces modes de synthèse sonore sont disponibles, alors, sous une forme plus ou moins complexe, aboutie selon les modules tiers qu'on envisage, mais c'est possible. Alors le problème, c'est de savoir comment s'y retrouver et de choisir le bon VCO pour le bon job sous VisiVirac. Alors c'est tout l'exposé de cette petite vidéo.
Vous voyez ici à peu près la trentaine de VCO disponibles aujourd'hui au moment où je parle. Forcément, ça évoluera un peu avec le temps. Donc, ça fait quand même du monde. Il est hors de question d'utiliser tout ça dans un même rack. D'abord, il y en a qui sont consommateurs de CPU, etc. Donc, il y a des choix à faire aussi à ce niveau-là. Et puis, ça n'a absolument aucun intérêt entre nous d'avoir 30 types de VCO différents. Il faut savoir bien en maîtriser quelques-uns, c'est déjà pas mal. Et puis, il faut savoir se limiter. C'est-à-dire, devant le nombre, il faut placer des limites, aussi bien à ce tuto que vous, dans la réalité, face à VisViRack. Donc moi, je me suis limité ici à quelque chose de très particulier, c'est-à-dire, en fait, d'abord, seuls les modules gratuits vont être étudiés. Ceux qui sont payants, aussi bons soient-ils, je les ai écartés, parce que, bon, voilà, il fallait faire un choix. Seuls les modules offerts en version binaire sont étudiés, c'est-à-dire ceux qui n'existent qu'en version source, mais c'est à vous de le compiler vous-même. Je les ai éliminés aussi, parce que tout le monde n'est pas développeur et n'est pas capable de compiler sur sa machine du code. Et puis, seuls les VCO sont étudiés, c'est-à-dire en fait ce qu'on peut appeler des VCO, et déjà j'ai pris un sens qui est déjà très large. J'ai éliminé aussi de cette sélection les samplers ou les granulateurs, et ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il faut bien se limiter. Et après un petit tour d'horizon, seuls les VCO vraiment utiles seront présentés. Et c'est là qu'on abordera peut-être la partie, on va dire, un petit peu polémique de cette vidéo, puisque forcément, comme toute sélection, c'est un peu arbitraire, ou ça peut être vécu comme étant arbitraire. Moi, je pense pas que ma sélection est arbitraire. Bien évidemment, elle se base sur mon expérience. Bien évidemment, tous les points de vue sont acceptables et peuvent être débattus. Alors, je vous proposerai deux classements. D'abord, un par fabricant, donc un truc très neutre, une sorte de catalogue exhaustif, ou presque, puisque ça peut évoluer quand vous regarderez cette vidéo, peut-être que d'autres modules seront sortis entre-temps, et puis un autre classement qui, lui, va être par intérêt. Donc là, c'est ma parole, qui vaut ce qu'elle vaut, comme j'ai déjà dit, mais qui pourra certainement vous aider, en tout cas, c'est ce que j'espère, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Alors les VCO par fabricant, voilà le tableau. Je vais pas y rester des heures, parce que vous pouvez tout simplement mettre la vidéo en pause, si vous avez envie de lire. C'est à peu près ce qu'on a, en vous rappelant bien que je me suis limité à ceux qui sont en binaire, ceux qui sont gratuits, et que j'ai pas mis les samplers, les granulateurs. Je vous laisse faire la pause, les lire si vous voulez. On passe directement au classement par intérêt. C'est là qu'on va se fâcher. Non, je rigole. Forcément, c'est forcément un peu subjectif, mais pas tant que ça, parce que j'ai quand même une expérience, ça compte un petit peu. Et problème, en fait, si c'est polémique, c'est parce que forcément, ça pourrait blesser ceux qui vont être les moins bien classés. Mais il faut savoir que c'est pas le but. Tous les développeurs qui publient des modules free méritent notre respect. Qu'ils soient excellents ou qu'ils soient moins bons, c'est pas grave, mais enfin, je veux dire, ils méritent notre respect. Donc il ne s'agit pas de pointer du doigt qui que ce soit. Au contraire, ce que on peut espérer d'un classement comme celui que je vais vous proposer, c'est que ça soit un aiguillon qui peut pousser ces développeurs à faire mieux dans la prochaine release, tout simplement. Et ça sera bien pour eux, ça sera bien pour nous. Et puis, franchement, il faut absolument, je reviens toujours à ça, l'art aime la contrainte. Hein, donc il faut savoir se limiter. Ça n'existe pas des racks avec 30 types de VCO, et ça c'est un truc de délire. Il faut limiter le nombre de modules qu'on utilise, c'est une obligation pour faire de la musique et pas perdre son temps. Donc voilà, il faut bien se limiter. Donc voilà, le mec qui a un vrai Eurorack, il le démonte pas tous les jours pour changer les modules de place ou pour en mettre, non, sinon il n'en tire rien. Donc la virtualisation, comme dans VisViRack, rend ça très facile à faire, mais c'est pas une raison pour en abuser. Donc il faut se limiter. Alors voici le classement des VCO par intérêt. Alors par contre, j'ai pas mis d'ordre, c'est-à-dire que j'ai pas classé les 5 en premier, les 4, les 3, etc. C'est un peu dans le désordre, on s'en fiche. Et la note, j'ai donné une note sur 5, parce qu'il fallait bien trouver un système assez simple. On trouve dans ce classement les Audible Instruments à 5 sur 5. Bon, ils se trouvent en haut de la liste, parce qu'en fait, je les ai pris quasiment dans l'ordre alphabétique, hein, vous voyez que ça suit à peu près l'ordre alphabétique. Ils sont versatiles, ils ont un bon son, c'est vraiment les choses à utiliser en prédilection. On retrouve là-dedans le macro oscillator, c'est-à-dire le Breads de Mutable Instrument, le modal synthétiseur, donc celui qui est de la modélisation physique, et le tie-dial modulator, qui est en fait un LFO qui est utilisable dans la range audible, donc comme un VCO. On a le Bifaco, l'Event VCO à 4 sur 5. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup en fait aux possibilités des VCO de base de VisViRack, donc il apporte pas grand chose, mais il y a deux choses qu'il apporte qui sont intéressantes. C'est d'abord une sortie de plus avec la sortie Even, qui lui vaut son nom de Even VCO. Et surtout, il a un sélecteur d'octave bien précis, et ça c'est hyper pratique. Donc même s'il fait doublon un petit peu avec le module de base, il a un bon son, très très proche, quasiment identique. Il a 2-3 trucs sympas qui valent la peine de l'avoir sous le coude. Chez Bidou, on retrouve le Fork Oscillator. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que c'est un type de VCO un peu particulier, il n'y en a pas forcément d'autres dans VisViRack pour l'instant, qui marche parfaitement, mais par contre, il n'est pas évident à régler.
pourrait faire mieux, mais j'ai mis plutôt un 4 sur 5 d'encouragement pour qu'il essaye de faire un peu mieux si jamais il m'écoute et qu'il entend ce truc-là. On doit pouvoir faire mieux avec ce machin-là et rendre un peu plus facile à régler. On a la e-Series, qui fait partie des modules de base, avec le E340 Cloud Generator, qui est un générateur de Dancy, où on peut empiler jusqu'à 8 Dancy simultanément qu'on va dépitcher. Et je lui ai mis 4 sur 5 parce que c'est quand même un bon module. C'est une copie de quelque chose qui existe. Il est très vite chaotique et très vite dissonant. C'est pas celui que je préfère dans les super SAO. Enfin, il est bien, il est très bien fait, il sonne bien. À 5 sur 5, on retrouve bien sûr les VCO de Fondamental. Alors pas parce que c'est ceux de Fondamental et qu'il faudrait dire que c'est bien, mais tout simplement parce qu'en fait, ils sont simples, ils sont efficaces, ils ont un son à la hauteur, et voilà, ils génèrent toutes les formes dont on a besoin au départ dans la synthèse soustractive classique, c'est-à-dire sinusoïde, triangle, dents de scie, carré, avec modulation de la largeur de l'onde carrée, qui reprend à peu près ce qu'on retrouve de base dans certains VCO, les VCO de base de Doepfer par exemple. Pas trop gourmand en CPU, bien, donc très efficace. On a les modules Gratrix, ouais, c'est super dur à dire, hein. Gratix, ça aurait été facile, mais Gratrix, c'est dur. Je les ai mis hors concours, je les ai pas évalués, tout simplement parce qu'en fait c'est une recopie des modules qu'on retrouve dans les Fundamentals, mais c'est juste qu'ils sont polyphoniques. Alors c'est super génial, hein, je veux dire, je dis pas que c'est très très bien, mais enfin bon, voilà, c'est les modules Fundamentals, mais en version polyphonique jusqu'à 6 voix. Donc c'est la même chose, on retrouve les VCO, etc., mais avec 6 entrées, 6 sorties, 6 machins, donc c'est très bien. Alors, à noter quand même que dans les Gratrix, il s'est ajouté au fil du temps un certain nombre de petits modules qui n'ont rien à voir avec des VCO, mais qui sont super bien et qui ne sont pas du tout des trucs recopiés des Fundamentals. Donc à regarder de très près. Je rappelle qu'on parle aujourd'hui que des VCO. Sonus Modular nous a offert un certain nombre de VCO. Le Fat Sawish Osk, enfin oscillateur, celui-là je lui mets 4 sur 5 parce qu'en fait il est tout simplement des super sauts, il n'y en a pas énormément dans Vicivirac, et je le trouve en fait tout simplement plus gérable que le E340, plus limité. Il a que 3 formes d'onde au lieu d'un empilement de 8 comme le E340, peut-être un peu moins complet aussi que le E340, mais plus facile à utiliser. Bon, il y a un quad LFO qui peut s'utiliser comme oscillateur, auquel j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est un bon LFO, sinon en VCO il va générer des formes d'ondes sinusoïdales. Ça n'a pas un intérêt faramineux, mais enfin bon, ça peut être sympa. Pour ce qui est de l'Unusual Oscillator, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'il est pratique, il est pas mal, mais il fait doublon avec le macro de Audible, dans lequel on a toute une série qui est réservée à la génération par table d'onde. Et le Unusual Oscillator, c'est jamais qu'un oscillateur avec 4 sorties, donc 4 formes d'ondes différentes. C'est sympa parce que ça change des formes d'ondes, bien sûr, de base, triangle, carré, etc. Mais franchement, autant utiliser le Audible Instrument à la place, hein. Deuxième et dernière page de ce comparatif, VSEC de Vult, très bien, très sympa. Il ne reprend pas un module qui existerait, ou il ne cherche pas à refaire quelque chose qui existerait. Par contre, c'est un double oscillateur qui a un très bon son, des possibilités de AM, de FM, beaucoup de possibilités de modulation. C'est vraiment un très très bon VCO à avoir dans sa palette de base. Les Debies nous offrent 3 oscillateurs, le Verbosk, le Dual Oscillator et le Dual Synbank Oscillator. Alors le premier, je le note à 3 sur 5. Il n'est pas terrible, hein, professeur. En fait, c'est une recopie du code, à mon avis, du VCO de base de Vicivirac. Mais sur le mode sinusoïde, il a rajouté, en fait, quand on est dans ce mode, la possibilité d'avoir des réglages pour faire monter d'autres sinusoïdes pour avoir des harmoniques supplémentaires. Du coup, on a un petit module de synthèse additive. Alors, comme c'est le seul qu'on ait de ce genre-là dans Vicivirac, et que c'est pas mal fait, il aurait pu en fait supprimer les autres modes qui sont pas intéressants, qui sont des recopies du VCO original. Donc j'ai mis 3 sur 5 parce qu'en fait, bon, c'est pas encore complètement génial. Il y a ces formes d'ondes en fait recopiées qui font doublon, qui servent à rien. Par contre, pour le mode additif, il est intéressant. Pour le Dual Oscillator, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'en fait, il est moins complet que VSEC et il est assez similaire dans son objectif. Il est un peu différent, vous pouvez le regarder, il faut le tester, il est bien quand même. Et puis le Dual Synbank, on pourrait dire que c'est à peu près le même truc. Alors pourquoi il est à 4 et l'autre est à 3 ? Parce que celui-là, justement, il est un peu différent justement de ce que fait VSEC. Il est intéressant, il y a pas mal de possibilités de modulation, et je trouve qu'en termes de son, on peut arriver à faire des choses en tout cas qui sont pas mal. Alors dans les MS Hack, on a l'oscillateur 3 channels. Lui, je lui ai mis 2 sur 5 parce que le son est vraiment cheap, quoi. Genre, on croirait un son de console de jeu ou un truc comme ça. Et les réglages, par exemple, dans l'ADSR ADR qui est intégré dans l'enveloppe, on a presque tout qui se joue sur les premiers millimètres de la courbe du potentiomètre. Et puis après, quasiment tout le reste, ça sert à rien. Donc je pense qu'il y a des choses à améliorer dans ce module-là. Par contre, c'est un module 3 VCO qui peut être utile. Mais bon, celui-là, je l'utilise pas et il fait pas partie de la palette que
que je conseille pour l'instant. Peut-être qu'un jour il s'améliorera, on en rediscutera. Nomad, quelque chose d'assez récent là, qui a proposé un module qui s'appelle Strange Attractors. Alors c'est assez original sur la façon dont ça génère du son, faut voir si c'est vraiment utile. Alors j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est pas indispensable, mais c'est original. Et puis on a Circle VCO, de je sais pas comment on doit dire, S-Hol, Sol, je sais pas. Je lui ai mis 3 sur 5 parce qu'il fait un peu double emploi avec les modules Fundamentals, même s'il a quand même un intérêt, faut le regarder, hein. Quand c'est à 3 sur 5, c'est pas mauvais, hein. Chez Autodafé, dans les Reds, donc la partie gratuite des Reds, on a le Square, le Cosine et les Tres Amigos. J'ai mis 4 sur 5 aux 3 parce que il y a des petites imperfections, des trucs un peu bizarres, je trouve. Bon, il y a encore un peu de debug à faire, mais il y a des choses. Alors, le Tres Amigos, on a un petit synthé FM sympa à 3 oscillateurs qui se succèdent. Pour ce qui est du Square et du Cosine, il y a certaines options, notamment les harmoniques qu'on peut rajouter, qui sont différentes de ce que offrent les modules de base Vicivirac. Donc ça a un intérêt, 4 sur 5, ça peut justifier de les avoir en complément. Dans les RJ modules, on a un Super Saw. Je lui ai mis 2 sur 5 parce qu'en fait, bon, pauvre, il arrivait peut-être dans cet ordre-là, c'est pas de sa faute, mais il fait carrément double emploi avec les Fundamentals et le contrôle de la fréquence est pas fiable. Enfin bon, pour l'instant, je trouve que c'est buggé, donc il y a des trucs à améliorer. Certainement que ça va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, bon, c'est pas indispensable de s'en servir. Dans les BB modules, on a le Modit VCO, qui est original. Bon, je trouve qu'il n'est pas évident à faire fonctionner. Et puis il y a des louchetés dans le son. Bon, là aussi, il y a du debug, c'est récent et tout ça, donc on va pardonner tout ça. Je lui ai mis un 3 sur 5 parce que il est assez intéressant et assez original. Voir comment il évoluera et comment il sera débugué dans le futur. Dans les AS, on a le Saw oscillateur et le Sine oscillateur. Alors, c'est pas tellement encore au point, ça aussi. Donc j'ai mis 2 sur 5. Ça fait vraiment double emploi avec les fundamentals, donc ça apporte pas grand-chose de mieux. On n'a pas de modulation. Donc, bon, voilà. C'est peut-être des modules avec lesquels le développeur est en train de se faire la main pour faire des choses plus fantastiques derrière. Il y a des choses à débugger et tout, on verra, mais bon, comme je l'ai dit, il faut bien faire des choix, donc il y en a qui seront forcément moins contents que d'autres du classement. Mais c'est pas méchant, hein, je veux dire, c'est une invitation à faire mieux, à corriger, etc. Juste pour l'instant, on ne peut pas se servir des 30 à la fois. Alors, on a assez parlé, maintenant, ce qui serait bien, c'est d'écouter. En fait, on va écouter en fait les VCO de la sélection. Alors que ça ne vous empêche pas de tester les autres, bien évidemment, hein, voire de les adopter si ça vous plaît, et si le son est bon pour vous, et que les possibilités vous conviennent. Hein. Je veux dire, ma sélection, c'est pas la vôtre. C'est juste un point de vue, un truc justement auquel on peut se référer pour comparer, et puis c'est tout. Le plus important qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut pratiquer par soi-même, bien sûr, mais surtout, encore une fois, savoir se limiter dans les modules. Avec plus de 433 au moment où j'écris cette vidéo, c'est impossible de faire un rack qu'on est capable de maîtriser. Hein. Donc, faire des choix, c'est toujours difficile, et même parfois, c'est un peu injuste. Mais par contre, c'est indispensable pour avancer. Donc ça, c'est un point vraiment sur lequel je voudrais insister, c'est ce qui justifie cette sélection. Hein. C'est vraiment de savoir se limiter pour pouvoir être capable d'avancer. Alors, pour cette démo, on va aller assez vite, parce qu'il est hors de question de passer en revue chacun des VCO, mais c'est pour vous faire voir à peu près l'esprit de ce que ça donne une fois monté dans Vicivirac. Donc vous avez en haut ici la première ligne de ce que j'ai appelé les indispensables, et la deuxième ligne, ce que j'ai classé dans les complémentaires. Tout ce qui vient ensuite, je vous laisse le soin de le découvrir vous-même. Alors peu importe le reste du décor, on a une console, on a bien sûr l'interface son, on a bien évidemment des tas de cloques, d'horloges, on a une petite séquence parce que c'est plus sympa pour tester des VCO, et on a bien sûr un scope, et puis un spectre pour avoir l'analyse du spectre. Le principe, c'est qu'on va prendre comme élément de base le VCO 1 des Fundamentals, et lui, je l'aurai toujours comme première entrée sur la console. Et puis le deuxième VCO qu'on va tester à côté, des fois pour comparer, c'est le VCO 2, ici, qui est connecté à la deuxième entrée. Et c'est celui-là qu'on va déplacer pour essayer d'écouter les différences. Tout ça passe dans des VCA, contrôlés par un seul et même ADSR pour qu'on ait exactement la même attaque, la même enveloppe sur les deux sons si on veut comparer. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc au départ, quand je vais cliquer ici, on va entendre uniquement que la voix 1, donc qui est là ici le VCO de référence, le VCO 1 des Fundamentals. Et puis le deuxième, quand je vais enlever ça, le deuxième VCO qui est testé, donc ici c'est le VCO 2 des Fundamentals. Donc on y va tout de suite, on voit à quoi ça ressemble.
On a un son pur, hein, il n'y a pas de reverb, il n'y a rien. Il y a une reverb, je pourrais la mettre, mais je ne vais pas la mettre pour l'instant. On voit dans la ligne bleue, c'est le signal de référence, celui du VCO1. Et on va switcher maintenant sur le VCO2. Et on voit que les formes d'ondes sont relativement proches. Alors c'est une question de réglage. On a exactement en fait les mêmes formes d'ondes. Donc ici le VCO2, lui, son avantage c'est que on peut glisser progressivement d'une sinusoïde jusqu'à un signal carré. Par contre, on n'a pas de modulation de la largeur de l'impulsion. Alors que sur le VCO1, on a des sorties séparées pour les carrés, la dent de scie, triangle et bien sûr la sinusoïde. Et quand on est en mode signal carré, on peut régler le pulse width, donc la largeur d'impulsion, quelque chose d'assez caractéristique. Quand on le module, on va prendre un VCO, on va moduler le pulse width, plus exactement. On va la laisser au milieu et on va monter la modulation. Voilà, ça c'est un son caractéristique de modulation de la largeur d'impulsion d'un VCO carré. Très bon VCO, les 4 formes d'ondes fondamentales qu'on trouve dans tous les synthés, une entrée pour faire de la FM, c'est-à-dire que si je prends le son, on va prendre n'importe quoi, ici ça va être une fréquence fixe que je mets dans la FM. On a le son métallique caractéristique de la FM, et puis la synchro qui permet bien évidemment d'avoir ce son très caractéristique. Donc on a aussi une entrée de synchronisation. Alors il faut 2 oscillateurs, les conditions de test pour le faire c'est un tout petit peu plus compliqué, pour avoir un bon son, parce qu'il faut qu'un des 2 oscillateurs change de fréquence pour qu'on ait l'effet. Mais en tout cas c'est à ça que sert le bouton qui est ici, Hard Soft. C'est pour avoir une synchronisation qui est hard ou une synchronisation qui est soft. Alors vous allez dire, ça ne donne pas grand chose comme explication. C'est-à-dire que c'est une question à quel moment du cycle l'oscillateur exclave va être remis à zéro. Soit en fait ça oblige la forme d'onde à repartir à zéro, ou soit en fait elle s'arrête et elle repart en sens inverse. Donc dans le mode soft elle part en sens inverse, et dans le mode hard ça reprend le cycle au départ. Il y a une légère différence de son en soft, comme le nom l'indique. En fait c'est tout simplement appelé comme ça parce que le son est un peu plus doux à l'oreille. Les vrais effets de synchro bien marqués etc sont jamais en mode soft, hein, mais le plus souvent en mode hard. Quant au choix analogique digital, on s'aperçoit que par défaut il est en mode analogique, et c'est là où justement on fait tout le contraire de ce qu'on faisait dans la course à la justesse sur les synthés analogiques, c'est-à-dire chercher à avoir des VCO qui sont stables, d'où la naissance des DCO qui étaient contrôlés avec un quartz ou quelque chose comme ça pour être sûr qu'ils soient en fréquence. Là on est forcément dans une simulation numérique, donc forcément quelque chose qui va être juste, donc on essaye au contraire de simuler en fait les imperfections de l'analogique. Alors on voit que le signal ici par exemple, on est sur le signal carré. Et si je le... Vous voyez la différence de son. Et regardez le signal carré qui est ici. Il est vraiment là très propre, très carré. Quand je passe en analogique, vous voyez, il y a des espèces de pointes qui apparaissent. Voilà, ça sert à ça en fait. Alors on peut choisir l'une ou l'autre. Et ça joue sur toutes les formes d'ondes. Bien sûr, sur la dent de scie, c'est pareil. Vous voyez là, la dent de scie elle est très coupante en fait, on a des montées, des descentes très nettes. Quand on passe en analogique, les montées sont plus amorties, etc. Ça simule un peu le fait que la plupart des composants électroniques, il leur faut un certain temps pour réagir et que c'est pas instantané comme en numérique bien évidemment. Alors si on compare cet oscillateur là à son petit frère à côté, on a quelque chose qui est vraiment tout à fait semblable. On retrouve analogique digital, on retrouve le hard soft, pas de largeur d'impulsion par contre, une variation continuelle de la wave, et ça c'est quelque chose qu'on peut moduler, donc c'est très sympa puisque on peut venir ici et si vous regardez le signal rouge qui est donc le deuxième signal, vous voyez qu'on est dans les carrés et que progressivement on va repasser sur une forme d'onde plus douce. Voilà, là on la voit presque devenir une sinusoïde et hop revenir une carrée, etc. Bref,
Voilà, ça c'est dans les fondamentaux, c'est vraiment les deux VCO à utiliser de base dans tout ce qui est synthèse additive ou même FM, modulation d'amplitude, etc. On peut faire vraiment tout rien qu'avec ces deux-là. J'irais même avec ce premier. Le deuxième a quelque chose donc de plus, c'est qu'on peut faire varier la forme d'onde, alors que dans l'autre, on a un choix de forme d'onde. Parmi les fondamentaux et ceux qu'on... Alors pas les modules fondamentaux, mais on va dire les indispensables pour reprendre la terminologie que j'avais utilisée, on va avoir ici ce module tout à fait fantastique qui est celui des Audible Instruments, c'est-à-dire une copie du Breads de Mutable Instrument, qui a été un des modules les plus vendus, les plus utilisés. Il a toute une palette possible de choses. Je vais juste vous faire voir 2 secondes, donc je vais faire une petite pause pour amener un PDF. C'est un petit fichier que j'ai trouvé sur le Breads, qui est assez sympa, le Breads Illustrated, donc le Breads illustré. Et c'est très sympa parce que ça vous fait voir toutes les formes d'ondes. Alors des fois c'est un tout petit peu différent de ce qui est affiché. Par exemple le module de Vicivirac affiche DU à la place de ces espèces de petits T renversés, mais enfin ça reprend le même ordre, hein, puisque c'est le même basé sur le même soft bien évidemment. Et vous avez toutes les différentes formes d'ondes. Alors voyez, c'est absolument incroyable ce qui est capable de générer ce macro oscillateur, qui s'appelle macro oscillateur parce que au départ, eh bien effectivement, il prend tout ce qu'il peut exister presque en type de synthèse qui nécessiterait d'avoir des tas de VCO dans tous les sens avec plein d'autres modules. En mode CISO, en fait, on est sur les formes d'onde du CS80 Yamaha et on voit varier toutes les formes d'onde. Et on va revenir 2 secondes là-dessus. Ici, vous voyez, j'ai un bouton timbre et j'ai un bouton couleur. Et c'est grâce à ces 2 boutons qu'on peut faire varier. Et ici, le edit, on l'attrape, on le clique et on le fait descendre ou on le fait monter. C'est pas forcément instinctif au départ. Voilà. Et quand je suis en mode CISO, vous allez voir, donc, je vais passer en saut ici, on va voir la différence comme ça entre les deux. Le bleu, c'est le signal de référence. On va l'écouter. Voilà, ça c'est la saut en fait générée par le VCO1 des fondamentals. Et ça, c'est celui donc du macro oscillator, donc celui du Yamaha CS80. Et regardez le schéma qui est ici. En fonction en fait du timbre et de la couleur, vous pouvez faire varier en fait la forme d'onde de cette façon-là. Et si on regarde bien la forme d'onde rouge, on va voir que je vais me positionner dans les positions extrêmes. Vous avez ici, on l'entend, et regardez comment elle va évoluer. Elle change progressivement de forme pour être de plus en plus droite. Et de la même façon, si je mets ça carrément de l'autre côté, on voit très très nettement les transformations dans le son et dans le tracé du scope. Hein. Bien sûr, toutes les positions intermédiaires sont utilisables, donc vous imaginez le nombre de possibilités que vous avez rien que juste avec ces 2 boutons en mode CISO. Et alors, on a d'autres modes. On a des modes analogiques, avec transformation, triangle, sawtooth, square, pulse, donc tout ce qu'on retrouve dans le VCO1 en fait. Hein. On a un autre mode analogique du même acabit. On a des modes de synthèse dual square hard sync, donc de la synchro hard, mais déjà toute faite, donc ce qui suppose d'avoir 2 VCO avec un décalage de fréquence entre les deux, et le mode synchro comme ça. Vous voyez ici, j'ai un signal carré. Et là, je vais monter la fréquence. On a plusieurs modes de synchro. On a celui-ci qui est à base de dents de scie. Vraiment très très typique. Alors bien sûr, par exemple, si vous prenez la modulation du timbre avec une enveloppe, voilà un exemple
parmi tant d'autres de ce que est capable de faire ce module absolument génial. Alors il faut savoir que dans la réalité, il y a énormément d'Eurorack qui ont été construits avec ce truc-là comme VCO de base, parce qu'il est capable de tout faire. Donc on retrouve le Fold, avec toutes ces formes d'ondes, qui sont en fait l'application en fait, d'un Fold directement sur le signal. Alors en fait ça correspond à ce qu'on retrouve dans le Wave Shaper du Serge. On trouve une bande limited 2 pulse trend, donc un train d'impulsion qui donne un son très très typique avec ce type de représentation. Hein. Ici on a des sawtooths qui sont empilés, donc une triple sawtooth avec le décalage de fréquence. Alors par exemple si on prend ce son là, le triple sawtooth, on va l'avoir, voilà, triple sawtooth. Alors il n'est pas dessiné avec le petit fragment qui descend, enfin c'est une sawtooth. Le décalage en fréquence et l'empilage, une, deux ou trois qui se décalent les unes par rapport aux autres. On voit bien le dessin sur l'oscilloscope. Donc ça fait partie des choses possibles. On a la même chose avec des carrés multipliés par 3. Donc imaginez ces 3 oscillateurs qui sont réglés correctement. Pareil pour des triangles, pareil pour des sinus. On a un système avec 3 ring modulators, en fait 3 sinusoïdes qui sont modulés avec un ring modulator, avec un son très très typique du ring modulator. On a 7 saws qui sont empilés en mode super saw, donc on a aussi l'oscillateur super saw, hein, qui ressemble et qui reprend et qui calque l'algorithme qui faisait le son du Roland JP8000. On a un système avec un comb delay, on a Toy qui est un son en fait très crénelé, qu'on retrouve dans les petits jouets, et ce sont des sons qu'on utilise aujourd'hui, bien sûr. On a le son du CZ WFD des 50, donc on a ce mode-là. On a un autre mode en mode donc qui ressemble vraiment au son du D50, hein, avec des distorsions légèrement différentes. Ici on a le choix des waveforms, et puis ici on a les pics, etc. Alors on a beaucoup de modes autour de cette simulation de D50. On retrouve là d'autres, alors avec du HPF, donc High Pass Frequency. Hein. Et puis on trouve des choses sur les simulations de la voix, donc on trouve des partiels, on retrouve des voyelles qui sont simulées en simulant en fait la glotte et le tractus d'un humain en fait. Les voyelles ici. Ici on a un système de synthèse additive avec, qui s'appelle harmonique, hein, donc où on va avoir l'harmonique, la fréquence harmonique, et puis ici les harmoniques, et puis d'autres modes qui vont permettre de choisir la largeur de bande à laquelle on applique. Alors par exemple, on va tester celui-là aussi. Donc on va aller sur harmonique. Alors il faut passer tous les modes voyelles. Voilà. Ah vous voyez, la largeur de bande, je vais la mettre à 0. Et je vais monter maintenant ce qui permet de choisir la largeur de bande. Vous voyez, ça se rétrécit, ça devient presque un pic. Et là, c'est plus large. Donc c'est bien ce qu'on a dans ce document, hein, où on voit les largeurs de bande différentes. On a de la FM. Alors là, on a un truc qui reprend le son du DX7. Donc on va monter un peu l'octave parce que alors n'oubliez pas qu'à chaque fois le bouton color et le bouton timbre sont modulables. Alors, ce qui permet bien sûr d'avoir des effets bien plus probants. Hein. Si je reprends par exemple sur couleur une simple enveloppe, donc ça c'est vraiment quand même très très sympa parce que vous avez un son de FM, de vrai FM, donc de la FM équilibrée, donc qui est juste, etc. Enfin qui n'a pas tout à fait à voir avec la FM qu'on peut faire en mélangeant directement un oscillateur sur un autre. Et c'est tellement bien la FM qu'on en a plusieurs modes. On a la FM avec arch feedback, on a la FM avec un chaotic feedback. Alors regarde, ça descend vraiment très caractéristique.
et dans ce module-là, on a aussi la FM, donc les belles, donc tout ce qui est cloche. Vous voyez le nombre d'oscillateurs, etc., de réglages que ça correspond. En réalité, imaginez un rack avec ça. On comprend que les gens aient beaucoup utilisé le Breads comme oscillateur de base. Enfin, c'est pas vraiment un oscillateur, c'est un macro-oscillateur. On a les drums, regardez le schéma à quoi ça correspond. Là encore, si vous voulez faire ça avec des oscillateurs et que ça, il vous faudra tout ça. Le kick qui fait un son de 808. La cymbale qui est un son de cymbale de 808, mais encore une fois avec plusieurs signaux carrés, avec une gestion de la bande passante, du bruit de clic, etc., etc. Une snare qui est celle de la 808. Le pluck qui fait un son de guitare, de cordes pincées, cordes frottées avec imitation de violon, le blow, donc tout ce qui est soufflé, la flûte qui a aussi un instrument soufflé mais avec une caractéristique légèrement différente, et puis après on arrive dans les wavetables. Donc les wavetables, c'est le PPG par exemple, ou c'est tout un tas de synthés de ce genre-là, et vous voyez ici, vous avez, c'est pour ça que ce document est très très intéressant, parce qu'on voit que le bouton bleu timbre dans le cas de wavetable va partir de 0,1 où on a mâle PPG, donc en fait c'est des sons de PPG, de sons de voix d'homme, de voix de femme, de chœur, de space voice, de tempura, etc. Tout ça va permettre de choisir 20 types de tables d'ondes, et le bouton rouge, donc là ici, le color, va permettre de choisir 20 formes d'ondes à l'intérieur de cette wavetable. Alors on va vite le faire, parce que c'est quand même un mode extrêmement intéressant. Donc ici on va passer en wavetable, là, ici. Première table d'onde. Et là donc on est sur le 0,1, donc les voix d'homme PPG. Et ici, bon, alors, le problème c'est qu'on n'a pas les numéros quand on tourne le bouton, donc il faut y aller mollo. On sent quand on change de table d'onde. Mais il y a un côté un peu découverte, bon c'est sympa aussi. Alors, bien évidemment, vous avez 20 formes d'ondes sur 20 modèles différents, donc ce qui fait 20 x 20, ça fait 400. Ça fait vraiment 400 formes d'ondes différentes rien que pour ce mode-là. Alors après, on retrouve d'autres modes de wavetable, qui est le mode map, par exemple. Là, on est sur une grille 16/16 smooth. C'est-à-dire que le changement va pouvoir se faire dans une grille de façon continue grâce aux deux boutons, avec un changement en X et Y cette fois-ci. Donc on va avoir une transformation progressive, un morph entre les différentes formes d'ondes, et on va passer de l'une à l'autre dans une grille donc de 16/16, 16x16, ça fait 256. Vous avez le mode linéaire, donc là 64 formes d'ondes dans un scan qui est linéaire, on a l'ordre ici avec les noms, donc c'est vraiment un document super sympa avec les petites représentations. Donc très très proche de par exemple du PPG ou F23 qui est montré ici. On a ici l'empilement de 4 wavetables, donc de 4 oscillateurs, qui jouent donc des accords. Donc là, bon, c'est dommage qu'on n'a pas la précision pour savoir sur quel endroit on se trouve, mais enfin à l'oreille vous pouvez le retrouver. Et ici vous avez dans ce document le nom de tous les accords qui sont joués. Donc des accords de 4 notes, en Power 2, Octave 2, Power Major, Major 7ème, Mineur 7ème, le Sus 2, le Sus 4, Mineur 9ème, etc., etc. On retrouve un générateur de bruit, avec bien sûr sa couleur et tout ça. Le Twin Peaks qui génère un peu un bruit de vent assez intéressant. Le Clock Digital Noise, qui sont des bruits digitaux en fait qu'on peut utiliser pour pas mal de choses. Le Cloud Granular Generator qui lui va générer un son un peu à base de synthèse granulaire, donc encore un autre type de synthèse. Donc je vous dis, tous les types de synthèse ont été mis dans Breads. Et ce qui est dommage, c'est que d'ailleurs ce module en réalité a été abandonné très récemment, en octobre. Mutable Instruments a indiqué qu'il arrêtait de le produire. Alors je vous conseille d'aller vous retrouver ce document-là, parce qu'il est vraiment... c'est même mieux que la doc qu'on trouve sur le site de Mutable Instruments. Donc ça s'appelle Breads Illustrated. La dernière version date... tout ça, celle que j'ai trouvée date du 21 septembre 2015.
Donc vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai classé ce module-là dans les indispensables. C'est-à-dire que si vous savez vous en servir, vous avez tous les sons et toutes les synthèses. FM, les sons du Casio, les sons du DX, les sons de table d'onde, les sons de synthèse additive, de synthèse soustractive, de synchronisation, enfin bref, on a tout. Maintenant, bon, il a une certaine couleur, un certain style. D'ailleurs, si on clique droit, vous avez quelques options. Méta, ça veut dire que le bouton de FM ici ne sert plus à changer la FM, mais à changer le mode. Donc c'est-à-dire par programmation, en appliquant un signal sur FM, on va le faire d'ailleurs tout de suite, voilà. Prendre un signal que j'applique sur FM. Si je suis en mode méta, donc vous voyez, on change les modes. Donc là, on va avoir un son complètement full. Donc bref, voilà, ce mode-là, il sert à ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Parce que c'est difficile à deviner. Le drift, vous allez l'entendre, mais c'est surtout sur les sons analogiques, de type synthétiseur plus classique. Ça rajoute en fait une dérive des oscillateurs pour simuler un peu la mauvaise tenue en fréquence des machines analogiques. Sine, ça rajoute une petite personnalité dans le son, une composante dans les aigus, que je vous laisse essayer. Et puis on a un mode low CPU, si jamais ça consomme de trop dans un rack, parce que malgré tout, c'est que du programme, c'est que de l'algorithme, c'est que du calcul. Donc ça peut prendre des choses. Dans les indispensables, on a le VSEC. Alors vous voyez, on n'est pas très loin. Le hasard fait bien les choses, parce que c'est pas vraiment volontaire, mais là ça s'est arrêté sur un son qui était très proche. Ici c'est un son de FM en fait qu'on a avec le VSEC. Deux oscillateurs qu'on peut bouger comme on l'entend, de la synchro entre les deux, de la modulation d'amplitude. Vraiment une balance entre les deux oscillateurs, un petit VCA intégré, du glide, un shaper. Et puis ce système de modulation, je vais prendre par exemple une sinusoïde que j'amène ici sur ce bouton-là. Vous cliquez sur le bouton qui est juste à côté, donc là ici c'est le A. Et je vais changer par exemple la FM. Vous voyez, c'est la FM qui a été assignée. Et maintenant, mon LFO module la FM. Je peux réassigner ça à n'importe quoi. Par exemple, je peux dire, tiens, maintenant je veux que ce soit la AM. Et maintenant, ce bouton est assigné à la AM. Et bien évidemment, je peux faire ça pour les 6 qui sont là et assigner n'importe quoi, même le changement des formes d'onde. Donc ça, c'est le VSEC. Vous comprenez là aussi, je suppose, pourquoi il fait partie des indispensables. Je me suis longtemps posé la question de savoir s'il faisait partie des indispensables ou pas. C'est le modal synthétiseur, mais en fait c'est le seul représentant, en tout cas de ce type-là de modélisation physique. On va pas faire de démo vraiment parce que, bon, pour que vous ayez une idée du son, peut-être, si vous savez pas, on va prendre ça comme ça. Mais il va nous falloir une gate en même temps, je suppose, parce qu'il marche avec une gate. Donc on va reprendre une gate similaire. Vous voyez, on a des sons métalliques, des sons de mallette. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut traiter un signal extérieur et donc rajouter ce côté métallique à un signal extérieur. Donc vraiment quelque chose de particulier, mais tellement particulier que je me suis demandé s'il faisait partie des indispensables, mais comme c'est le seul en modélisation physique d'aussi bon niveau, je pense que ça fait partie de ceux qu'il faut avoir pour avoir des sons très très différents, puisque le but des indispensables, c'est aussi d'avoir une palette de sons très très différente. Et je pense que là, ça va être le cas avec cette première ligne de VCO. Déjà, si vous habituez à travailler avec cela, alors ça, c'est le Tidal Modulator. En fait, c'est un LFO, mais ça dépend quand on clique ici. Là, on n'entend plus rien, vous voyez, on voit que ça bat très, très lentement, un peu plus vite. Et là, on est dans la range audio. Donc, du coup, ça devient un VCO. On voit qu'on a 3 paramètres, donc sur la forme d'onde. On a le slop, donc ça agit vraiment beaucoup sur le son. Et puis la smoothness, donc la façon dont tout ça. Donc ça fait un VCO de bonne qualité avec beaucoup de possibilités et le fait qu'on puisse moduler bien sûr chacun de ces 3 réglages
qu'on puisse aussi avoir du freeze, on peut avoir un trigger, une clock extérieure, enfin en mode LFO déjà il est hyper complet, c'est un super LFO, et en mode Tidal Modulator VCO il est super. Alors après avoir étudié les principaux modules, ces fameux indispensables, et dont on prenait maintenant certainement tout l'intérêt, on va regarder ceux que j'ai appelés les complémentaires et qui sont très intéressants aussi. On a le Bifaco par exemple, le Bifaco qui à la base est un VCO tout à fait classique qui ressemble beaucoup au VCO de base, avec certaines options en moins comme le mode analogique ou le hard soft, avec quelques petites différences, mais les principales fonctions sont là. Notamment, on retrouve la synchronisation, la FM, et puis une autre FM en fait qui est ici, et l'entrée volt bien évidemment traditionnelle. Avantage de ce VCO, donc c'est principalement ici ce sélecteur très précis pour les octaves, et ça c'est à peu près le seul à avoir quelque chose de ce genre là. Et en plus des 4 sorties habituelles, on a la sortie Even. Alors si on prend un son triangulaire et que je prends ici un son triangulaire sur notre VCO de référence, donc le VCO de référence, alors regardez le scope, on a des formes d'ondes vraiment très similaires. D'ouvrir au maximum. Vous voyez que ça se ressemble vraiment beaucoup. Si je prends le signal sinusoïde, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt non plus. Vous voyez ici sur le saut, petite différence de son. Mais si ici je passe en digital, hop là, plus de différence. Ça c'est le Bifaco. Aucune différence avec le VCO de base. En tout cas à l'oreille, il n'y en a aucune. Et le tracé, quand on le regarde, est absolument identique. Et ça à une seule condition, c'est qu'ici on est passé en mode digital ou d'être en mode analogique. Donc on voit bien que le VCO de base a vraiment toute sa place dans les indispensables, parce qu'il est capable de ce mode digital qui ressemble beaucoup à celui du Bifaco, qui lui n'offre pas la possibilité de faire le mode analogique. Et vous voyez que on a un son qui est un peu plus souple, un peu plus rond. Donc bon, tout ça nous précise bien que le VCO 1 mérite tout à fait d'être le VCO dans les indispensables. Revenons au Bifaco. Un signal carré, mais ici aussi on va voir qu'on est très proche. Encore une fois, si je passe en digital, voilà, on a des tracés similaires. Donc on est sur le VCO des fondamentals, sur le Bifaco. Vous voyez, j'arrête pas de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment quasiment impossible à l'oreille de faire la différence entre les deux. Si on regarde l'analyse harmonique, on voit qu'il y a des différences. En haut c'est le Bifaco, en bas c'est le VCO1. Il y a un peu plus apparemment de mouvement dans les harmoniques de rang élevé sur le Bifaco, mais après ça va dépendre des conditions d'écoute, si on entend vraiment bien la différence ou pas. Il y a une différence, mais attention aussi au pulse wise. Je vais mettre un signal très fin, le Bifaco. Regardez les dessins qui sont là, on a vraiment l'impression de quelque chose en miroir, hein. C'est vraiment exactement la même chose. Donc du coup, vous comprenez pourquoi le Bifaco, je ne le mets pas dans les indispensables. Parce que tout ce qu'il fait, le VCO1 le fait, et il en fait même plus. En revanche, nous retrouvons une sortie Even, voilà, qui a un son très particulier, et qui ressemble, quand on regarde son tracé, à aucune des formes d'ondes classiques du VCO1. Donc du coup, il mérite bien d'être dans les complémentaires, parce que pour cette sortie Even, et pour son mode quand même de sélection extrêmement pratique des octaves,
il mérite une place dans cette sélection complémentaire. Donc ensuite nous avons le square. Alors au niveau des modulations, on n'a pas grand chose, hein. On a uniquement la fréquence. Et pour qu'on soit à peu près aligné sur le VCO1, vous voyez qu'il faut être quasiment au maximum ici de la fréquence et au maximum ici du CV de la fréquence. On a un fine-tune bien sûr, mais ce qu'on trouve c'est ce réglage harmonique. Donc on est sur un carré, donc vous voyez on va essayer d'être sur un carré dans les deux cas. On va passer sur le VCO de référence en mettant le pulse waltz à peu près au milieu. On voit qu'on a quand même quelque chose qui danse assez différemment du VCO de référence. Le VCO de référence est très carré ici puisque je suis en mode digital. Si je devais passer en mode analogique, on voit que c'est pas non plus proche. Donc on a un signal carré qui est très différent de celui de VCO1, d'où son rôle de VCO complémentaire. Et puis on a aussi un bouton harmonix. Alors pardon, il faut que je switch. Alors, vous voyez qu'on arrive à faire se ressembler assez fortement les deux signaux. Mais on n'est pas dans le pulse width, on est dans des harmoniques légèrement différentes. Si je descends, on a un son qui est plus proche de la sinusoïde, mais qui ne l'est pas tout à fait. Voilà, un VCO intéressant. Le cosine, on va baisser les harmoniques. Ici, on est là, on va monter ça au maximum. Alors, on est quelque chose de type plutôt... voilà. Vous voyez, si je me mets en sinusoïde sur le VCO de référence, on est très proche, surtout si je suis en mode digital sur le VCO1. Si je change, comme c'est une sinusoïde, on n'a pas une différence énorme. Mais on retrouve, donc on va repasser sur le référence, le VCO1, en mode digital. Le cosine, vous voyez, il y a une différence de son. Et puis on retrouve ce bouton harmonix qui crée une espèce d'impulsion. Et ça, c'est un son qui effectivement n'existe pas dans le VCO de base, qui existe vraisemblablement, on l'a vu, ce genre de dessin tout à l'heure, dans le macro oscillator. Mais si on veut juste une forme d'onde de ce genre-là, on peut l'avoir ici avec le cosine. Ce qui fait qu'il mérite sa place parmi les complémentaires, mais pas parmi les indispensables, puisqu'on a déjà tout ça à l'intérieur du macro oscillator. Le Tres Amigos, oui c'est le VC, donc il vient ici, et la sortie ici. Alors le Tres Amigos, alors on se demande bien pourquoi on a un affichage à 3 digits qui pourrait monter jusqu'à 999. Bon, il n'y a pas 999 formes d'ondes, mais par contre, on a 8 formes d'ondes, donc de 1 à 8. Et on voit qu'on a les formes d'ondes à peu près classiques, sinusoïdes, carrés, des carrés légèrement plus distancés, donc avec une largeur d'impulsion un peu différente. Ici, une dent de scie un peu assez tranchante, donc assez proche de la dent de scie du VCO1 quand il est en mode digital. Ici, c'est du triangle. Le 7e, on est plutôt dans du carré en mode impulsion. Et le 8, on est vraiment dans des impulsions plus courtes. Donc on n'a pas de PWM, on n'a pas de modulation de la largeur d'impulsion, mais on a ces petites variations intéressantes autour des principales formes d'ondes. Ce qui fait l'intérêt de Tres Amigos, c'est qu'on va pouvoir connecter un deuxième, alors on va rester en mode voilà, sur le mode 1, c'est-à-dire en fait le mode sinusoïde. Si je le branche maintenant, voilà, on reconnaît un son de FM. Et si je branche le troisième, il va venir moduler, on voit les petites flèches, le 3 module le 2 qui module le 1.
Alors bien sûr, l'intérêt de ce genre de choses, c'est de pouvoir moduler la fréquence. Là vous entendez des petites variations. On voit d'ailleurs dans le spectre comment il y a beaucoup de choses dans les très hautes fréquences et en fait pas grand chose dans les fréquences basses. Mais malgré la modulation, le bouton de fréquence ici reste utilisable. Donc on peut moduler et bien sûr avoir la fréquence, sachant que celui-là module celui-ci. Et qu'on peut bien évidemment jouer avec autre chose que la forme sinusoïdale. Donc ici, avoir une forme d'onde différente, donc je ne me rappelle plus de l'ordre exactement, mais enfin on va monter par exemple dans les 6-7 où on avait des formes carrées. Et le 8 qui est en mode impulsion, alors des fois c'est pas forcément très heureux. Pareil pour le troisième. C'est des sons très métalliques avant de la modulation. Et là, ils sont les trois branchés, mais bien sûr, comme ils sont sur la même fréquence, ça fait beaucoup moins de différence à l'oreille. Donc, un synthétiseur, un VCO de type FM, avec trois opérateurs, on peut dire, quand on est en mode FM, c'est assez intéressant, ça justifie, c'est assez différent. Le VSEC est capable de le faire, mais avec deux oscillateurs, donc là on en a trois. On a quand même un choix des formes d'ondes assez riches malgré tout. Et bien évidemment, encore une fois, ça ne justifie pas d'être dans les indispensables, parce que comme vous l'avez vu, le macro-oscillateur, le Breads, est capable d'avoir tous les sons de FM qu'on veut. Mais voilà, le VSEC méritait sa place dans les indispensables, grâce à sa richesse, on voit ses modulations, que ce module-là n'a pas, mais dans les complémentaires, il a un sens, et puis il a un système de FM à 3 VCO. Le fameux E340 Cloud Generator. Alors, avec deux oscillateurs, 4 oscillateurs et 8 oscillateurs. Alors bien sûr, ce qui fait son intérêt, c'est la désynchronisation, le spread. Donc il donne le mode super saut qu'on recherche en général, mode super saut qu'on avait bien évidemment dans le macro oscillateur. Un système de chaos pour rajouter un peu de chaos, et c'est en ça que je dis que le son de ce synthé, de ce VCO, pardon, devient très vite difficilement maîtrisable, parce que sur le premier millimètre ça va bien. Vous voyez, déjà je suis même pas encore à la moitié, c'est du bruit, même si j'enlève le chaos. Et si je monte par là, à la limite autant utiliser un générateur de bruit blanc, quoi. Alors bon, chacun fera comme il l'entend, il peut utiliser ce module là de façon certainement très créative et très intéressante. Je trouve que très vite le son se barre en cacahuète, quoi, puisque c'est du bruit, quoi. Et si on descend le nombre d'oscillateurs, bah, ça fait quelque chose de faux, tout simplement. Alors dans certains styles de musique, voilà, c'est des sons qui peuvent être intéressants. Il est bien fait, il copie assez fidèlement le module original, ça lui vaut sa place dans les complémentaires. On a un mode super saut, on l'a vu, avec 7 formes d'ondes simultanées dans le macro oscillateur. Ici on a un son un peu différent, des réglages différents, ça justifie sa place dans les complémentaires. Pour ce qui est du son de super saut, vous allez voir tout de suite, ici donc la sortie, et ici nous sommes sur le module Sonus Modular, le Fat Sawish Oscillator. 3 oscillateurs dont on peut faire varier l'impact de chacun des oscillateurs sur le résultat final, et puis bien évidemment le fameux detune. Vous voyez, là aussi les réglages sont très sensibles très rapidement, alors que quelque chose
peut forcer le réalignement des 3 oscillateurs. Donc ça les replace en phase. Le son n'est pas très différent du Cloud Generator. Finalement, avec 3 oscillateurs, on arrive à peu près à la même chose, alors que là, on a une simulation à soi-disant 8. Donc quelque chose de très dissonant aussi. Alors quitte à utiliser, on peut utiliser l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai mis les deux au même niveau d'ailleurs dans les complémentaires. Vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Et puis enfin, dans ces complémentaires, le dernier, qui est le fork, puisque c'est un synthétiseur à formant. Alors, ça s'entend très nettement. Avec un bouton avec quelques presets. Alors comme je disais, les réglages ne sont pas évidents du tout. Donc pour arriver à trouver un truc qui sonne vraiment, c'est pas simple. Donc il y a peut-être une amélioration à faire là-dessus pour rendre l'effet plus marquant. Mais on a 4 formants, et le formant peut être piloté à chaque fois en voltage, donc pour faire des variations. Donc une richesse intéressante. Bon, c'est quelques presets qui effectivement permettent... Je suppose que le développeur a mis ça parce que justement, en fait, c'était très difficile de trouver des sons et qu'il fallait bien en faire voir les possibilités de son VCO. On a un formant avec des sons formant, ça donne des sons plutôt vocaux, hein, on l'entend, sachant qu'on a des sons de voyelles, etc. déjà dans le macro oscillateur et avec beaucoup plus de facilité de faire varier le son. Donc encore une fois, ça ne mérite pas d'être dans les indispensables. C'est un type d'oscillateur intéressant parce qu'il est différent des autres. Ici on a du super saut, ici on a du formant, ici on a de la FM à 3 oscillateurs. Ici le square et le cosine méritent leur place dans les complémentaires, ainsi que l'Even VCO de Bifaco. Donc vous voyez à peu près la logique, il y a quand même une logique qui se dégage entre cette première rangée et cette deuxième rangée, et ça justifie parfaitement que les uns soient considérés comme indispensables et que les autres soient considérés comme complémentaires. Alors bien évidemment, la question reste pour tous les autres, hein, puisque j'ai dit qu'il y en avait à peu près une trentaine au moment où je fais cette vidéo. Donc on est loin de la trentaine, on en a 2, 4, 6 dans les indispensables, et 2, 4, 6 et un 7 dans les complémentaires. Donc on est à une petite moitié par rapport à ce qui existe. Donc quid de l'autre moitié des VCO? Est-ce qu'il faut les oublier? Est-ce qu'il faut ne jamais les utiliser? Non, bien évidemment. Il y a déjà la troisième rangée que je n'ai pas représentée ici, qui est celle de ce que j'avais appelé les intéressants. Donc ça en fait déjà un peu plus. Et puis tous les autres, bon, il y en a quelques-uns qui ont des défauts de jeunesse, des problèmes de réglage. Quelques-uns qui ont un son qui n'est pas terrible. Mais en fait, c'est très très peu par rapport à l'ensemble des 30. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de se limiter pour être capable de travailler. Donc, mon conseil, c'est d'utiliser en prédilection tous ceux de cette première rangée. Déjà, avec les 3 qui sont ici, vous pouvez tout faire. Le VSEC, avec toutes ses possibilités de modulation très différentes des autres, offre quelque chose de très intéressant. La modélisation physique, bien évidemment. Et puis ici, le tie-dye modulator, utilisé en mode VCO, peut apporter quelque chose parce qu'on a 3 paramètres modulables qui ne sont pas exactement de même type de ce qu'on a sur les autres VCO. Si en plus vous utilisez la ligne des complémentaires, je pense que déjà ça fait beaucoup à utiliser, à maîtriser. Quand on prévoit un son, de savoir prévoir, tiens, je vais utiliser tel VCO ou tel autre à la place, il faut être capable de se le justifier quand même mentalement, même si c'est au feeling un peu, mais il y a quand même une justification liée à l'expérience et liée à la réelle utilité qu'on cherche dans un VCO en fonction du but qu'on veut atteindre. Donc les autres, vous les testez, vous les adoptez si ça vous fait plaisir, vous remplacez des éléments des indispensables ou des complémentaires ou des intéressants avec n'importe lequel de ceux que vous voulez. Encore une fois, c'est mon choix, c'est pas forcément le vôtre. Il est relativement justifié en tout cas. Je pense l'avoir montré là dans cette brève démo. Et puis surtout, je vous rappelle que le but du jeu, c'est de se limiter. Donc, je vous laisse pour cette démo, c'est terminé. Et puis on passe au final, à la fin de mon exposé qui va se refaire sous forme de slide. À tout de suite.
Bon, après cette petite démo, il est temps de faire le point. Dans cette vidéo, les questions qui étaient posées étaient quel VCO utiliser pour quel type de synthèse? Et bien ça, les VCO retenus permettent de balayer la plupart des types de synthèse, hein, soustractive, additive, table d'onde, FM, modélisation physique, etc. Et la deuxième question, c'était quel VCO doit-on utiliser de préférence? Et là, bon, bah, la liste récapitulative qui va suivre va vous donner une réponse si déjà les tableaux de classement que je vous ai proposés tout à l'heure vous donner quelques pistes bien sûr intéressantes. Alors, les indispensables, c'est ceux qui ont une note de 5 sur 5. On retrouve là-dedans, dans le désordre, hein, il n'y a pas de classement préférentiel entre ces différents VCO. On retrouve les Audible Instruments, le Macro Oscillator, le Modal Synth et le Tie-Dye Mold. On a les VCO Fundamental, donc le VCO 1 et le VCO 2. Pour compléter un peu ce truc-là, on retrouve le Vult VSEC. Si vous prenez ces modules-là, et que, comme je l'écris en bas, c'est avec eux qu'on commence un patch. Les complémentaires, les complémentaires, c'est ceux qu'on va utiliser pour varier les plaisirs. Ils ne sont pas indispensables, mais ils ont un rôle à jouer. On retrouve là-dedans donc tous ceux qui sont notés 4 sur 5, donc le Bifaco Event VCO, le Bidou Fork Oscillator, le E340 Cloud Generator, le Sonus Modular Fat Switch Oscillator et l'Autodafé Reds Square, Cosine et Tres Amigos. Voilà, si vous rajoutez déjà ça aux autres, déjà ça en fait déjà un bon paquet, hein, donc c'est déjà pas tellement naturel. Hein. Un type qui a un Eurorack avec tout ça dedans, déjà, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et puis, c'est pas forcément très utile. On peut se satisfaire des indispensables. Mais les complémentaires, comme le nom l'indique, permettent d'en rajouter quelque chose. Et puis, après, il y a ceux qui sont notés 3 sur 5, alors que je vais appeler les intéressants. C'est-à-dire, ils ne sont pas indispensables, ils sont bien évidemment aussi complémentaires, mais bon, il fallait bien créer une gradation. Et ce qui justifie leur présence, en fait, c'est pas qu'ils sont tellement complémentaires, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'intéressant. Alors, ils sont pas forcément complètement au point, ils ont peut-être des lacunes, des choses comme ça, mais ils sont utilisables et ils sont intéressants. On retrouve donc le Sonus Modular Quad LFO Oscillator, parce qu'il peut avoir un intérêt. On a le Debiz Verbo Oscillator et le Dual Oscillator, qui sont intéressants. Le No-Match Strange Attractors, qui est vraiment un truc un peu particulier, avec son module Lorentz et Rossler. Le Circle VCO, qui malgré tout a quelques petits intérêts. Et puis le BB Modules Modit VCO. Donc ça, c'est pour chercher d'autres approches, pour enrichir ce qu'on a, et si vraiment on est à court d'inspiration avec déjà tous les autres que je viens de citer en premier. Alors c'est bon, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné cette vidéo. Alors les autres, à vous de tester et de vous faire votre idée. Hein. Mais rappelez-vous que si vous en ajoutez trop à votre palette, vous n'en maîtriserez aucun. Le but du jeu, c'est bien de se limiter pour se limiter. Hein. C'est pas spécialement se limiter pour dire il y a des bons, il y a des mauvais. On s'en fiche de ça. C'est qu'il faut savoir se limiter. Donc forcément, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Donc il faut se limiter à cela. Alors la synthèse granulaire et le sampling, vous allez me dire, ceux qui ont suivi, c'est ce que j'avais dit au départ de cette vidéo, que j'en parlerai pas, mais c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que bon voilà, il faut se limiter, même dans cette vidéo, il faut se limiter et faire des choix, et rien ne vous interdit de regarder et de tester par vous-même, et puis j'en parlerai certainement un autre jour. Alors est-ce que tout ça c'est définitif? Forcément que non. D'abord, les VCO les moins bien notés ne sont pas forcément mauvais. Hein. Parfois, il leur faut juste un peu de debug, d'être un peu mieux doté en modulation, ou d'être un peu plus au point. Et bon, tout ça est récent, rappelons-le, on n'est pas encore à la version 1 de VSeVirac, donc laissons le temps aussi aux développeurs de modules de se faire la main et d'aller plus loin. Donc c'est bien évidemment pas définitif. Aucun jugement n'est définitif. D'abord, je ne juge pas, c'était juste ma vision des choses. Et en plus de ça, c'est pas définitif. Et puis, en si peu de temps, en fait, près de 500 modules existent déjà. Imaginons ce que ça sera dans 6 mois, dans 1 an, ou voire plus. Bon, il faudra forcément refaire le point dans le futur. Donc, c'est forcément pas définitif. Et puis, je ne suis pas un juge, et même quand il y a un jugement avec un vrai juge, on peut faire appel, on peut aller en cour de cassation si on n'est pas content de l'appel. Donc voilà, il n'y a rien de définitif dans la vie. Et ici, c'est pas un jugement. Donc c'est un avis personnel, et vous avez le droit de penser autrement. Je dirais même mieux, au contraire, ça m'intéresse si vous pensez autrement, parce que c'est la différence des points de vue qui fait qu'on s'enrichit. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, bien évidemment, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas d'accord, aussi en expliquant pourquoi, bien évidemment. La critique, tant qu'elle est constructive, est au contraire très enrichissante. Et puis encore une fois, malgré les notes ou pas qu'ont eu certains,
je tiens à dire et à redire qu'il faut que nous remercions tous ceux qui nous offrent des modules, surtout free, qui soient bien notés ou moins bien notés. Tous ces développeurs méritent nos remerciements et notre respect. Donc tout ce qu'on espère, c'est que ceux qui éventuellement ont été un peu moins bien notés, ça les incite à faire des améliorations. Et puis, pour ce qui est des autres, eh bien, on dispose déjà quand même d'une énorme palette de modules dans les indispensables et dans les complémentaires, et même dans les modules dits intéressants dans cette présentation. Je pense qu'avec ça, vous avez déjà largement de quoi vous amuser. Et il sera toujours temps, dans le futur, de rajouter à cette sélection des nouveaux modules. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a peut-être appris des trucs, ou que ça vous a donné en tout cas au moins le point de vue de quelqu'un. L'avantage du point de vue de quelqu'un quand il est exprimé, c'est qu'on peut dire qu'on est d'accord ou on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Et du coup, ça permet de découvrir les raisons pour lesquelles on aime ou on n'aime pas une chose, ou qu'on veut s'en servir ou pas. Donc si ça vous aide de cette façon-là, que ce soit par adhésion ou par opposition, et ben en fait cette vidéo elle aura atteint son but. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo sur ViciVirac.